Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Mais j'ai une copine qui dit on donne des expériences qu'à ceux qui sont capables de les surmonter. Bon, là, ça fait beaucoup quand même. Mais en même temps, pourquoi pas en fait? Je me dis peut-être que je suis la personne quelque part qui peut l'aider dans son quotidien à voir les choses autrement. Banzai, épisode 9. Claire, devenir maman à la suite d'un AVC. Hello et bienvenue dans Banzai, le podcast qui explore des histoires de vie pour briser les tabous sur la douleur chronique. Imaginez une douleur qui pendant des mois, des années est là tous les jours, avec plus ou moins d'intensité. Par sa présence, elle bouleverse toute votre vie, votre travail, vos activités, vos relations. C'est ce que l'on appelle une douleur chronique. Moi, c'est Anaëlle Régent. Et cela fait longtemps que je souffre de douleurs chroniques. J'en ai fait ma force en devenant patiente partenaire et cofondatrice de l'association Les Algonautes. Ensemble, nous accompagnons les personnes qui connaissent aussi la douleur au quotidien. Avec Banzai, que vous soyez concernés de près ou de loin, je vous invite à découvrir des témoignages intimes et émouvants de personnes passionnées et passionnantes. Je rencontre Claire dans sa petite maison à la campagne. Nous nous installons dans le salon juste à côté des jouets de sa fille qui sont minutieusement rangés. À côté de nous gravitent ces trois poilus, Lulu, Doudou et Oswald, qui ne louent pas une miette de notre entretien. Et pour commencer, je propose à Claire de me raconter à quoi ressemblait sa vie de jeune active. J'étais éduc-spé du coup auprès d'ados en décrochage scolaire dans la région parisienne, avec un cadre horaire assez intense, plutôt en vadrouille tout le temps, soit pour le travail, soit pour voir les copains, toujours bien occupée en tout cas. J'ai rencontré du coup Mathieu, qui est mon compagnon encore aujourd'hui, lors d'un mariage familial. Donc un grand hasard, une rencontre ce jour-là, qui est encore là aujourd'hui. Moi j'y allais pendant les vacances scolaires et lui il venait les week-ends. Parce que lui du coup était dans la Loire-Atlantique et moi toujours en région parisienne. L'avenir faisait son chemin pour moi. C'était en mars 2021. Du coup, j'allais fêter mes 28 ans, qui sont en février, mais du coup, on avait trouvé que le 13 mars pour le fêter avec ma meilleure amie chez ma mère, et on était sur la route lorsque les premiers symptômes sont arrivés, c'est-à-dire j'ai été absente, envahie d'une sensation bizarre. On a mangé, je me rappellerai encore, un McDo et j'étais pas concentrée, j'avais froid, j'ai joué avec les carreaux au sol, enfin il y avait quelque chose d'étrange. D'ailleurs, à un moment donné, ma meilleure amie m'a dit « Mais t'es bizarre, pourquoi tu me dis bah voilà, enfin pourquoi t'écoutes pas, pourquoi... » Enfin il y a un truc bizarre, il y avait une sensation bizarre qu'elle aussi a ressentie. À ce moment-là, Claire est sur la route pour aller chez sa maman. Mais une fois arrivée, les symptômes ne se calment pas, bien au contraire. Elle rigole d'une phrase que je dis, je crois que j'ai dit « Vous savez, en bas de la maison, là où je nage pieds nus » ou quelque chose du genre. Donc un truc incohérent. Mais du coup, le fait qu'elles aient rigolé m'a ramené un peu à moi-même. On a fait les fameux tests d'AVC en mode équilibre, en mode une phrase simple. Franchement, rien à signaler à part que j'étais fatiguée et que j'avais mal à la tête. Je suis sujette aux migraines, donc on se dit je vais prendre un coca, un peu de caféine et c'est reparti. Le dimanche, très fatiguée. Sauf que le lundi, une petite chute, je me dis bon, quand même, on va voir le médecin. Et en fait, je suis jamais repartie de chez le médecin toute seule. À ce moment-là, ils suspectent un syndrome de Guillain-Barré. Une infection, alors je ne saurais pas réexpliquer exactement ce que c'est, mais en gros j'avais été malade et du coup peut-être qu'il y avait une infection qui était liée et qu'ils appellent du coup le syndrome de Guillain-Barré. Et en fait, sur le lit d'hôpital, on me dit mais écoutez, vous pouvez pas rester dans cet hôpital, il faut qu'on aille faire un examen complémentaire, mais vous reviendrez. Et vous n'avez pas fait d'AVC. Je me souviens de cette phrase. Et en fait, quelques heures plus tard, mais qui sont pour moi des jours et des jours, en fait si j'avais fait un AVC. À sa grande surprise, Claire se fait donc diagnostiquer d'un AVC. Pourtant, lors du week-end, elle avait fait les tests.
Ces tests pour déceler un AVC portent l'acronyme VITE, V-I-T-E. V pour visage. Est-il affaissé? La personne parvient-elle à sourire? I pour incapacité. On demande à la personne de lever les 2 bras et si elle n'y parvient pas ou pas correctement, c'est peut-être un signe. T pour trouble de la parole. On demande à la personne de dire une phrase simple. Si elle a des difficultés à parler ou qu'elle a du mal à comprendre ce qu'elle dit, c'est peut-être un AVC. Et E pour extrême urgence. Si vous constatez ces signes chez une personne, il faut sans tarder appeler les urgences. Jusque-là, je marchais, j'étais très fatiguée, mais jusque-là, tout allait en suspens, mais tout allait bien. Et en fait, dès lors que cette doctoresse qui me dit « Mais madame, en fait, vous avez fait un AVC », et ben là, tout s'arrête, en fait. J'ai comme un trou noir, et en fait, je me réveille, je suis pas bien, et en fait, je tiens plus ma tête. Je me dis « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» On n'a pas les réponses. Quand moi, je pose cette fameuse question « Mais quand est-ce que je vais pouvoir revivre normalement? Quand est-ce que je vais pouvoir remarcher ?» On me dit « Mais en fait, on n'a pas de réponse. Chaque corps est différent, chaque vie est différente, donc en fait, il n'y a pas de réponse. » Donc c'est, faut aller au kiné, faut faire des séances d'orthophoniste. Donc du coup, c'est parti pour... je suis sortie assez rapidement parce qu'on était toujours en crise de Covid. Donc du coup, fallait pas saturer les soins intensifs, donc fallait sortir. Donc là, je rentre chez moi. Moment de solitude parce que je me retrouve chez moi, mais en fait, c'est pas foufou en termes de mobilité, d'autonomie. Donc bon, il y a de l'aide, il y a mon compagnon qui m'attend à la sortie de l'hôpital en bas avec ma mère. Les gens se sont vraiment relayés autour de moi. Les amis, beaucoup aussi. Je me rappelle, j'allais prendre une douche, fallait que je sois en visio au cas où que si je tombe, et jamais laisser les clés derrière la porte parce qu'on savait jamais. Mais voilà, il y a eu plein de petites astuces qui ont été mises en place et en fait, mes journées étaient assez rythmées par la rééducation tous les jours en fait. Apprendre à remarcher, apprendre à manger, apprendre à couper, apprendre à écrire, réapprendre à parler sans être fatiguée. Enfin, il y a eu tout un travail de rééducation et de temps nécessaire en tout cas. Claire a donc eu un accident vasculaire cérébral à l'âge de 28 ans, ce qui est relativement rare car selon les chiffres de la Sécurité sociale, seuls 17% des personnes prises en charge pour AVC ont moins de 55 ans. Je lui demande donc si elle connaît la cause de cet AVC. Il y a 3 grosses raisons en tant que jeune. C'est la première... la consommation de produits ou ce genre de choses, la contraception, la cigarette, enfin voilà, tout ce qu'on sait un petit peu. La deuxième raison, c'était donc une malformation cardiaque. Et la troisième, c'était une raison inexpliquée. Bon, par chance, on va dire. Je me dis c'est une chance parce qu'on a trouvé la cause, donc on a pu, entre guillemets, la réparer. Moi, du coup, c'était la deuxième, donc c'était une malformation cardiaque, ce qu'on appelle le FOP, foramen ovale perméable. Si je me trompe pas. C'est une malformation cardiaque, mais tout le monde ne fait pas un AVC pour cette malformation. Il y a des gens qui ne sauront jamais qu'ils ont eu ça, en fait. Voilà, mais c'est une des causes d'un AVC, en tout cas jeune. Du coup, on m'a opérée en avril directement. Claire entame donc sa rééducation dans un hôpital de jour. Ce qui veut dire que tous les jours, elle est aidée par des professionnels de santé pour reconquérir ce corps qui l'a laissé tomber. Mais aujourd'hui encore, elle garde des séquelles de cet AVC. Du coup, il va me rester une hémiparalysie droite, où je sens pas mon bras droit ni ma jambe droite, en fait. Et je vais avoir de la spasticité dans la jambe droite et des douleurs neuro principalement, sur les membres en tout cas. Et après, ça va être tout ce qui est double tâche, concentration et fatigabilité. Je pense que le temps atténue, mais ça reste très présent en cas de forte émotion, en cas de forte fatigue. Voilà, ma docteure dit souvent on est capable encore, mais ça nous coûte plus que quelqu'un d'autre, quoi. La douleur neuro chez moi se traduit par une jambe lourde, où on vient me poignarder à plusieurs endroits assez forts, où du coup ça me stoppe dans ce que je suis en train de faire. D'autres fois, ça va être des fourmillements très intenses, comme s'il y avait du courant qui montait en fait ou qui redescendait. Ça va être surtout ça au niveau de la jambe en termes de douleur neuro, et au niveau du bras, c'est tout le bras en fait qui me lance. Et j'arrive pas à gérer, c'est pas une douleur, un mot de ventre, je sais pas quand ça va s'arrêter en fait. Et ça peut me prendre, que ce soit la jambe ou le bras, n'importe quand, à n'importe quel moment, que ce soit la nuit, le jour. Ça va être accentué selon tout un tas de facteurs, en fait, que même encore aujourd'hui, j'ai peut-être pas tout décelé. Hein. Le neurologue me dit, prenez-le comme un super pouvoir, parce qu'en fait, ça vous prévient qu'il va y avoir un truc. Alors, c'est cool, mais c'est pas cool en même temps, parce que du coup, on a tendance à l'anticiper encore plus.
Au fur et à mesure, je réapprenais à marcher, à avoir les bons gestes. Parce que j'avais pas une bonne démarche, j'avais le pied et la jambe qui flanchaient. Et en fait, le fait de remarcher, entre guillemets, comme le schéma de marche, amplifiait les douleurs. Donc il a fallu que j'apprenne à vivre avec. Alors, j'ai été sous traitement pendant longtemps, notamment pour la spasticité. Du coup, la spasticité, c'est le fait que ça tremble beaucoup, les muscles se raidifient en cas d'effort et autres. Aujourd'hui, j'arrive à gérer sans traitement, parce que y a eu trop d'essais de médicaments qui ont eu trop d'effets secondaires. Et dans mon quotidien, j'ai plus la foi, en tout cas, de batailler là-dessus. Donc c'est plutôt une gestion sur des petits massages, du repos, du coup une prise en charge kiné encore toutes les semaines pour travailler les muscles, travailler les étirements, travailler les mouvements. Au moment de son accident, Claire est en couple, mais à distance. Lui habite en Loire-Atlantique et elle en région parisienne. Je lui demande alors comment évolue son couple malgré ce grand chamboulement que représente l'AVC. Alors, il est présent à ma sortie d'hôpital, même si sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, en fait, il faut que cette relation s'arrête, parce que je savais pas mon autonomie, je savais pas, et pour moi, je ne devais pas imposer ça à quelqu'un, et encore moins à lui, du coup. Donc, en soi, j'étais prête à ce que cette relation se termine. Elle ne s'est pas terminée. Du coup, elle a continué tant bien que mal, malgré la distance au départ. Et en fait, en janvier 2022, du coup, j'ai dit, non, mais en fait, qu'est-ce que je reste en région parisienne ? En fait, autant que j'aille auprès de lui et que j'ai un autre cadre de vie et que, en fait, on puisse avancer. Donc, je le rejoins, du coup, dans son appartement. Donc là, il y a un étage, il y a des escaliers, il n'y a plus l'ascenseur, mais ça se fait. Le quotidien s'adapte petit à petit, en fait, où là, je reprends une rééducation libérale. Et ça semble me convenir, parce que je fais tout à pied. Donc ça change déjà tout, je suis plus dépendante d'un taxi qui m'emmène, qui me ramène. Puis c'est moins lourd, du coup ça me permet quand même de me reposer davantage et puis de me poser. Alors que quand on est dans un hôpital de jour, on n'a pas de temps en fait. On enchaîne et on rentre, on est épuisé. J'ai essayé des petites actions bénévolat, histoire d'occuper un peu les journées aussi. Auprès des animaux, du coup, c'est un échec parce que c'est trop pour moi, en fait. Donc voilà, il y a des petits essais, des petits retours en arrière. Et je suis du coup admise en Nueros, où du coup, je vais retravailler sur est-ce que je sais faire à manger, est-ce que j'arrive à faire mes courses, qu'est-ce qui me pose problème au quotidien, est-ce que je peux reprendre une activité, si oui, laquelle et comment. Donc en fait, 2022 est assez bien occupé. Je fais un stage en ferme pédagogique parce que j'ai deux passions, c'est le social et les animaux. Donc je voulais essayer de lier les deux en me disant peut-être qu'il faut que je fasse une pause du social. Bon, pas trop parce qu'en fait, j'aime trop le social. Après, je décide de reprendre une activité. J'avais besoin d'aller me tester au quotidien, de reprendre un peu une vie comme tout le monde, entre guillemets, et de me dire ok, je trouve un travail. J'ai trouvé un travail du coup à temps partiel. Donc j'ai vraiment cette chance-là de tomber du coup sur une entreprise en tout cas hyper bienveillante et à l'écoute et qui encore aujourd'hui aux besoins s'adapte assez facilement. Donc ça c'est vraiment une expérience chouette de retrouver le monde du travail. Du coup ça met fin au parcours Ueros. J'entends encore la neurologue de l'Ueros dire vous avez été un parcours riche, express et efficace. C'est un poste de travailleur social auprès d'adultes en situation de handicap. Donc c'est l'handicap principalement psychique, quoiqu'il y a aussi un peu de physique. Du coup, ça va être d'aider les personnes un peu dans leur quotidien, que ce soit au niveau du logement, de leur rencontre, au travail, sur ce qu'ils ont besoin en fait. J'ai toujours eu cette sensibilité-là au monde du handicap parce que c'est aussi l'handicap qui a fait que je suis devenue éduque. En fait, c'est une petite fille que j'avais rencontrée à l'époque dans le cadre du BAFA, qui était en situation de handicap et je m'étais dit mais comment c'est possible qu'elle soit en milieu ordinaire et qu'en même temps, on ne la prenne pas en considération, en fait. Et ça m'avait tellement heurtée que je dis, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Et j'ai tendance à me mettre beaucoup à la place d'eux. Et je me dis, quelque part, le fait d'avoir aussi eu cet accident, je me dis, mais en fait, oui. Et cette persévérance qu'on me donne, du coup, je trouve que je le retransmets bien, du coup, aux personnes que j'accompagne. Et je trouve que ça donne une bonne énergie. L'Ueros, dont me parle Claire et qui l'aide à trouver son nouveau travail, c'est une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle
qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec un handicap résultant d'un traumatisme crânien ou d'une lésion cérébrale. Grâce à eux, Claire retrouve une activité et un équilibre dans son quotidien. Et c'est grâce à cet équilibre que Claire va pouvoir prendre une grande décision. Quand la décision se prend de je le rejoins, en fait, j'ai l'impression que ça se fait un peu naturellement. Bon, bien qu'il est très, voire des fois trop attentionné, dans le sens où il va vouloir me surprotéger, et du coup, moi, ça va tendance à me fragiliser, dans le sens où j'ai déjà perdu beaucoup confiance en moi. Le fait que du coup il s'inquiète davantage pour moi va pas toujours m'aider. Donc il faut trouver un peu cet équilibre-là au fur et à mesure, qu'il apprenne à faire confiance aussi que je suis capable de faire des choses, lui montrer que je peux y arriver, et aussi que je peux me casser la figure. Voilà. Le chemin se fait tranquillement, et puis je lui dis, mais en fait, j'ai un peu retrouvé une vie plus ou moins normale, dans le sens où je retrouve un peu un rythme, puis je me dis, mais en fait, sachant ma fatigabilité, mes difficultés, plus j'attendrai dans le temps, plus je pense la grossesse peut être compliquée et il peut y avoir d'autres conséquences. Donc je me dis en fait, pourquoi pas maintenant en fait ? Oui, j'ai pas de travail, oui, j'ai pas une situation idéale, mais en fait, pourquoi pas en fait ? À un moment donné, je dis écoute, moi je suis prête. Est-ce que toi tu l'es ? Il est très frileux sur la prise de décision, donc il a fallu aller voir les médecins, qu'il a un retour sur les potentiels risques, ce que ça pouvait engendrer, les conséquences. Et puis je lui dis maintenant que t'as tout sous la main, à toi le feu vert. Et puis il est revenu un mois de février avec un petit doudou en me disant écoute, laissons la nature faire. Donc la nature a fait son chemin et j'apprends du coup que je suis enceinte l'année anniversaire de l'AVC en fait. Donc c'est quelque part une belle revanche sur la vie. C'est assez beau en fait au final, on aurait voulu le faire, on l'aurait pas fait. Et la nature l'a fait en fait. Cette date-là n'est plus juste le jour de l'AVC, c'est aussi une nouvelle aventure, une page qui se tourne. Et en décembre 2023, on signe l'achat d'une maison à la campagne, du coup, pour quitter l'appartement et avoir un peu plus grand, aussi plus adapté pour mon autonomie. J'ai le sentiment qu'il y a des cases, et si on rentre pas dans ces cases, en fait, le médecin, en tout cas, ou le professionnel, ne sait pas quoi répondre, et du coup, botte un peu en touche. Je vais revenir sur un exemple un peu atypique, mais je lui dis, que je sens plus rien intimement parlant, c'est compliqué. Écoutez, madame, vous achetez un vibromasseur, ça va revenir, quoi. Je trouve ça un peu violent comme réponse quand on essaie de se reconstruire, quand on a subi un truc qu'on n'a pas demandé. On vous balance ça. J'ai le sentiment de ne pas avoir été écoutée et que c'était pas la réponse en tout cas que j'attendais. Après, quelle réponse j'attendais, je ne sais pas, mais pas celle-là du moins. Le jour où on décide d'avoir un projet bébé, où je questionne le corps médical en me disant j'ai quand même besoin de leur avis, le neurologue à ce moment-là me dit mais quelle idée ! Vous êtes jeune, il y a encore du temps, puis vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir un bébé avec votre pathologie, votre handicap, ça peut être compliqué. Bon, je reçois le truc un peu mal, mais du coup, j'en fais du positif, dans le sens en me disant je vais lui montrer que je suis capable, en fait, je pense, quelque part. Et donc, je le vois, je pense, à ce moment-là, on était en janvier, et j'ai un rendez-vous de reprogrammé en octobre 2023, soit avec le recul, 1 mois avant d'accoucher, pratiquement. Et du coup, je vais le voir, et je dis bonjour docteur, vous allez bien ? Il me dit oui, je vois que vous partez bien, dis donc. Avec ce petit air un peu sarcastique, humoristique, je sais pas, ou pince sans rire. Et je dis oui, et du coup je lui parle de la magie des hormones en fait, en lui disant vous voyez, les hormones, pour le coup, elles ont eu un bon effet sur moi. Il me dit oui, mais ça aurait pu être pire. Ok, encore négatif, ok, c'est pas grave. Je pense qu'elle a crainte de pas savoir ce qui va arriver, et donc du coup, autant mettre les limites dès le départ. Je pense que la stratégie était là, en tout cas pour ce professionnel-là. Lui et Rose qui, pour le coup, est hyper présent à prendre des nouvelles, à voir qu'est-ce que j'ai besoin, l'ergo qui dit peut-être qu'il faudrait prévoir un lit à hauteur, enfin vraiment présent pour le coup à ce niveau-là. Mon médecin traitant de son côté, c'était il peut se passer plein de choses, ça peut être compliqué, il faut l'avoir en tête, va falloir avoir de l'aide autour de vous, va falloir avoir quelqu'un au quotidien qui puisse vous soutenir en plus de votre compagnon, parce qu'une vie de maman, c'est pas simple, une vie de maman en situation de handicap, c'est encore moins simple. Là, c'est à la limite plutôt préservant et alertant en mode ça peut être une grossesse compliquée. Et je suis classée comme une grossesse à risque. Donc au moindre truc, de suite, là, il y a une prise en charge directe, on vérifie que tout va bien. Ça n'a pas empêché une prise en charge difficile, je trouve, le jour de l'accouchement.
dans le sens où il y avait quand même une fatigue qui traînait sur la durée et peut-être qu'aurait pu être un peu limitée. Après, on n'est pas médecin, on ne saura jamais, mais entre guillemets, tout s'est à peu près bien passé, et heureusement. Tout est un peu tableau gris, quoi. Et en fait, cette grossesse vient illuminer tout ça. Elle me fait presque disparaître les douleurs, elle me fait presque donner de l'énergie que je sais pas d'où elle vient. J'entretiens un jardin de 100 mètres carrés de légumes, j'y vais jusqu'à pratiquement 8 mois de ma grossesse. Franchement, rien à dire, et un accouchement, j'ai envie de dire, propre à chacun. Après, les douleurs neuro reviennent, hein, une fois que les hormones sont parties. Donc là, il faut que j'apprenne à revivre, entre guillemets, avec les douleurs, avec quelqu'un qui m'attend quand même. C'est plus j'ai trop mal, je peux rester couchée. C'est j'ai trop mal, mais il faut que je me lève. On compte sur moi aussi, quoi. Mais on essaye de trouver l'équilibre, on s'adapte. Je décide de vouloir allaiter, mais ça a des conséquences aussi sur la fatigue, sur la gestion des nuits. Donc on trouve un compromis de finalement j'allaite, mais c'est le lait qu'on tire, comme ça c'est monsieur qui peut donner, et ça fatigue un peu moins. Enfin voilà, on trouve des petites solutions qui en fait nous conviennent à tous les deux, à tous les trois. Il y a quand même les amis qui sont assez présents. Ma belle-mère du coup qui habite dans la région, qui vient relayer beaucoup aussi auprès de Lila. Claire a réussi son pari et contre l'avis sceptique de certains médecins, elle est devenue maman et elle s'en sort super bien. Mais à la naissance, on leur apprend que Lila a une certaine particularité. Ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup Lila naît avec un handicap. L'albinisme du coup. Albinisme égale handicap, pas tout à fait. Enfin, ça dépend du degré de l'albinisme, ça dépend de plein de choses. Ça va l'handicaper dans le sens où il faut qu'elle porte des lunettes de soleil quotidiennement, dès qu'elle va dehors, il faut qu'on mette la crème solaire très régulièrement. Ça va être une vigilance très accrue au soleil en fait, et toujours l'inquiétude de si y a quelque chose au niveau de sa peau qui change, c'est un stress quoi. Donc, qui dit ça, dit beaucoup de rendez-vous médicaux à gérer, donc beaucoup de trajets, beaucoup d'informations à enregistrer, qui sont beaucoup pour moi en plus à gérer. Mais j'ai une copine qui dit on donne des expériences qu'à ceux qui sont capables de les surmonter. Bon, là, ça fait beaucoup quand même, j'avoue. Mais en même temps, pourquoi pas en fait ? Je me dis peut-être que je suis la personne quelque part qui peut l'aider dans son quotidien à voir les choses autrement en fait, avec une autre volonté en fait. C'est pas parce que on a une difficulté qu'on peut pas avancer dans la vie, et c'est un peu ça aujourd'hui que je fais avec elle. C'est oui, ok, j'ai une difficulté, mais on va avancer. Et elle, c'est pareil, c'est ok, le soleil, c'est pas ok pour moi, et c'est pas grave en fait. Il y a d'autres choses dans la vie, et quelque part, on est dedans, et aujourd'hui, quand les gens la croisent dans la rue, oui, on a des remarques. C'est pas toujours facile, j'avoue. Mais on les prend, et je me dis, ça va lui forger aussi un caractère de battante et de persévérante aussi, je pense, quelque part. Donc, on prend, et on avance avec elle tous les jours. Elle n'aurait pas eu cet albinisme. Je pense que je lui aurais quand même quelque part donné cette sensibilité-là. Pour moi, voilà, c'est un peu le cœur de mon métier aussi. C'est pas parce que quelqu'un n'arrive pas à faire ça qu'il faut dire qu'il n'y en est pas capable. Peut-être qu'il peut le faire, mais accompagné. Peut-être qu'il peut le faire, mais à son rythme. Et il faut lui laisser le temps, en fait. Et je pense que tout ça, pour moi, c'est un peu lié. C'est on est capable, mais peut-être différemment, peut-être autrement. Et on y va. C'est déjà arrivé au travail qu'on me fasse une réflexion sans s'en rendre compte, hein, parce que ça se voit pas. Et quand du coup je dis, en fait, j'ai un handicap, on me dit, mais pas toi. Comment ça, pas moi en fait. Et je me rappelle, j'avais pris ça vraiment violemment en mode, parce qu'en fait, il faut se justifier en fait, tout le temps se justifier. Lila, c'est différent, c'est parce que du coup, du fait qu'elle a pas de pigmentation, elle a les cheveux très blonds, voire blancs. Donc il va y avoir les gens qui sont là, oh, qu'est-ce qu'elle est blonde, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Par contre, la réflexion, je pense encore à cette personne qui dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle est blanche. Faudrait peut-être la mettre au soleil, parce qu'on dirait un cachet d'aspirine. Là, ça fait mal, en fait. Parce que du coup, la personne est déjà en train de juger. Et on aurait envie de lui dire, mais en fait, déjà, le soleil, c'est pas bon pour la santé. Mais outre ça, c'est, mais tu connais pas le parcours de la personne. Donc en fait, pourquoi tu te permets ça ? C'est pas ok, en fait. Donc juste, on ne juge pas.
Enfin, pour moi, c'est vraiment la leçon et du coup, j'ai envie de le développer. Alors, je sais pas encore comment, pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'anime autour de ça, qui s'appuie d'année en année. Voilà, je sors de l'école, j'ai envie de travailler dans le monde du handicap. Finalement, j'ai un AVC. Finalement, encore après ça, j'ai une petite fille qui potentiellement peut avoir un handicap lié à son albinisme. Enfin, du coup, j'ai l'impression que la vie, voilà, elle me toque à la porte là-dessus et je pense que il y a des leçons de vie qui sont là, comme disait une copine, à ceux qui sont capables de les affronter, en fait. Quand Claire me raconte son histoire, j'ai l'impression qu'elle est très sereine par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Est-ce que cela veut dire qu'elle a accepté les séquelles de son accident ? Il y a le déni, après il y a le « faut que je m'accepte », il faut que j'accepte ce qui m'est tombé dessus. Même si encore aujourd'hui, on est à 5 ans, si je compte bien, de l'AVC. Il y a toujours des choses qu'on n'accepte pas et que j'accepterai peut-être jamais. Et ça fait partie de la vie. Enfin, je me dis, ça fait partie de moi. C'est pour ça que je dis c'est une expérience, entre guillemets, mais qui fait partie de moi et qui était un peu mon coup de pied aux fesses. Et des fois, quand je vais trop loin, ça vient me rappeler à l'ordre et je me dis, au lieu de le prendre négativement, je le prends en mode, ok, ça revient, c'est qu'il y a un truc qui va pas et c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc, j'essaye de faire au mieux. Après, la vie fait que j'avance quand même avec qui je suis et celle que je suis devenue aussi. Parce que je suis plus la même pour moi qu'avant. Mais ça, c'est la force de l'AVC aussi qui change, je pense, le fondement d'une personne. Ou l'AVC ou un accident ou une maladie. Je pense que ça change l'intérieur quand même quelque part. Et de se dire, on peut toujours remonter, mais il faut accepter à un moment donné. Si on n'accepte pas, la bataille, elle est... J'ai pas de mots. Mais elle est dure. C'est pire que dur, en fait. C'est une bataille contre soi-même, à un moment donné, si on n'accepte pas. Donc, il faut quand même arriver à accepter. Je dis pas accepter tout, parce que même moi, encore aujourd'hui, j'ai pas tout accepté. Mais c'est d'accepter un minimum pour dire, ok, mais là, il faut que j'avance avec. Et pas de côté ou derrière. J'espère qu'un jour, la relation sera concrétisée par un mariage, qui sait ? J'aimerais bien. À la fois, pas forcément pour le mariage, entre guillemets, c'est d'avoir vraiment le sentiment d'avoir été acceptée comme je suis aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est vraiment l'illustration. C'est pas juste un mariage pour un mariage, c'est juste se dire, en fait, ça viendrait remplir la petite fontaine de confiance en soi. En mode, ouais, en fait, il m'a choisi. Tout en aidant Lila à grandir au mieux et en étant le plus de temps possible avec elle. Parce que, on m'a tellement dit, ça grandit vite, ça passe tellement vite que je veux vraiment pas passer à côté. Et puis, je pense que cet AVC m'a fait comprendre aussi que la vie ne tient à rien ou à pas grand-chose. Donc je préfère vraiment profiter de chaque instant et de me dire après, ce qui doit se passer se passera. Merci Claire de m'avoir partagé ton histoire et celle de ta famille avec sincérité et bonne humeur. Vous retrouverez plus d'informations sur Banzai et sur l'association Les Algonautes en description de cet épisode. Et si le témoignage de Claire vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à commenter pour soutenir le podcast. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux témoignages dans Banzai.